Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de l'Université des entrepreneurs normands. Vous conduisez chacune, chacun de grandes sociétés et on se dit encore une fois intuitivement, peut-être à tort, idée reçue, que le pilotage est d'abord économique. Une destinée internationale préconiserait d'abord ce qui se compte, l'EBITDA, le cash flow, les dividendes, plutôt que ce qui compte, la confiance, l'autonomie, l'environnement, la subsidiarité, l'exemplarité. Ça, c'est une intuition. Nous allons voir avec vous quelle est la réalité. Ángeles García Poveda, vous présidez le conseil d'administration de Legrand depuis 2020. Legrand, 38 000 personnes, 38 000 collaborateurs, 90 pays, leader mondial dans l'infrastructure électrique du bâtiment. Avez-vous, au sein de cette multinationale, des valeurs? Bonjour Oui. Thierry, et bonjour à tous, et merci beaucoup de nous avoir invités. L'énergie est palpable dans cette salle et on va sans doute repartir beaucoup mieux que nous ne sommes arrivés. Oui, bien sûr, nous avons des valeurs et je dirais que les valeurs sont pour moi la manifestation verbale mais aussi réelle de la culture. Et c'est une façon d'appeler les caractéristiques qui sont les nôtres et qui nous décrivent. On a fait un très gros travail dans les 3 dernières années autour de ces valeurs pour les revoir, les revisiter, les reconstruire ensemble. Il y a eu un travail à tous les étages de l'entreprise et qui s'est terminé, qui a été accompagné par un partenaire et qui s'est terminé par l'adoubement du conseil d'administration parce qu'on voulait justement qu'elle soit quelque chose de beaucoup plus concret qu'un poster sur un mur. Si on s'était arrêté à ça, je ne pense pas qu'on aurait beaucoup progressé. L'avantage chez Legrand, c'est que la culture est très ancrée dans les réalités. C'est vraiment une société dans laquelle on dit ce que l'on fait et on fait ce que l'on dit. Et c'est pour ça que c'était très, très important de dire qu'est-ce qu'on voulait être. Et on est ce que l'on fait. Ce sont nos comportements et nos décisions qui nous définissent, en fait. Et donc, c'était pour nous important d'assurer cette cohérence, de la rendre simple, lisible, et de donner, en fait, à chacun des 38 000 personnes chez Legrand, mais aussi à nos partenaires, à nos administrateurs, à nos fournisseurs, à nos clients, à toutes les personnes qui nous entourent dans notre écosystème, une boussole qui permette lorsque il y a du brouillard, lorsque tout ne peut pas être prévu, lorsqu'il faut chercher en fait un peu plus loin que dans un manuel de processus, quelle est la direction à prendre. Et donc on a fait ce travail qui s'est terminé l'année dernière et qui est maintenant achevé, mais vivant en fait, et ça ne s'arrêtera jamais puisque maintenant il faut les faire vivre au quotidien. Alors c'est un travail qui concernait le dessus de la pyramide ou bien vous avez démarré et tout le monde a été concerné par ce travail? L'ensemble de l'entreprise parce que je ne pense pas on ne peut pas décréter des valeurs. Les valeurs, ce sont comme des traits de caractère. C'est quelque chose qui est vécu, qu'il faut ressentir. On est dans le domaine de l'émotion, on est dans le domaine des aspirations, de la vision. Donc, c'était très important que tout le monde soit embarqué. Donc, on a fait énormément de groupes de travail. On a aussi donné beaucoup d'importance au langage et à la façon de les exprimer. Donc, on a utilisé des verbes. Alors, pourquoi des verbes? Parce que on voulait de l'action, on voulait quelque chose qui pousse les uns et les autres à agir. Donc, on ne voulait pas utiliser des adjectifs ou rester dans la description, on voulait être vraiment dans l'action. Au cours de ce travail, puisque vous dites nous sommes ce que nous faisons, au cours de ce travail, est-ce que certaines contradictions sont apparues, mais tout à fait normales, tout à fait humaines? Par exemple, il y a parfois des erreurs qui sont faites. Ces erreurs-là, elles font partie de la vie, c'est ainsi. Il faut pouvoir gérer tout cela. Est-ce que, oui, des contradictions, des à peu près sont arrivées, et puis petit à petit, évidemment, on a épousseté et on a choisi. Bien sûr, il y avait déjà au départ des différences de perception. Quand on parle, bon, ils sont au nombre de 5, je vais vous les dire parce que plutôt que de parler autour du sujet, autant l'adresser tout de suite. Donc, nous dessinons l'avenir, nous célébrons l'inclusion, nous jouons collectif, nous rendons les choses simples,
Et la dernière, tout d'un coup, j'ai un blanc. Vous cherchez votre dernière valeur? Oui, notre dernière valeur. Nous dessinons l'avenir, nous célébrons l'inclusion, nous jouons collectif, nous rendons les choses simples et nous répondons présent. Nous répondons présent. Nous concevons tous, madame, que nous parfois répondons on ne puisse pas présent. tout donner. Voilà. Et qui est une valeur très importante parce qu'en fait, c'est vraiment dans l'ADN de Legrand, cette notion de fiabilité, cette notion de sécurité. Alors, quand on les énonce comme ça, vous voyez bien qu'en fait, si on commence à y réfléchir, pour chacun d'entre nous, elles veulent dire des choses différentes. Et selon l'endroit où on se trouve dans l'entreprise, elles ont un sens différent. Si on parle de jouer collectif ne veut pas dire la même chose pour quelqu'un qui est dans notre usine de Limoges que pour quelqu'un qui travaille à l'équipe M&A en centrale. Et ça ne veut pas dire encore la même chose pour quelqu'un qui est face aux clients et pour quelqu'un qui est à la R&D. Donc, on avait, selon les endroits où on se trouvait dans l'entreprise, des sensibilités très différentes. Et peut-être l'accent était mis sur des domaines qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Il y avait des sensibilités culturelles aussi. Quand vous parlez de 90 pays et qu'on parle d'inclusion, on n'est pas du tout d'accord entre les États-Unis, l'Inde, la Chine et la France. On n'a pas la même vision de ce qu'est l'inclusion, on n'a pas la même vision de ce qu'est la différence déjà. Donc, il a fallu trouver des consensus, des endroits où tout le monde se retrouvait, parce que ce qu'on voulait faire, c'était avoir une colle qui nous soude tous, pas quelque chose qui soit source de conflits en interne. On voulait justement donner à chacun un sentiment d'appartenance. Et je crois que Chris nous parlera tout à l'heure de l'engagement et de son importance. Et donc pour nous, c'était essentiel que tout le monde puisse adhérer avec sa propre compréhension et dans sa langue locale. Très important. Parce qu'en fait, moi j'avais un prof de philo qui disait toujours qu'on pense comme on parle et pas l'inverse. Et donc c'était très très important que ce langage puisse appeler l'émotion de chacun. Parce qu'en fait, les valeurs, c'est plus une question de cœur que de tête. Après, on a d'autres éléments de pilotage qui font beaucoup plus appel à la tête et à d'autres parties du cerveau. Mais là, je vous parle de quelque chose qui doit venir de l'intérieur, en fait. Christopher Guérin, vous venez d'approuver, vraiment, on pense comme on parle, et c'est ainsi, vous dites-vous, c'est vos travaux actuels, si je me souviens bien, les travaux actuels que vous poursuivez, comment puis-je, moi, parler dans la langue d'autrui qui n'est pas la mienne ? Si je parle ma langue, c'est langue de col bleu pour col bleu, m'avez-vous dit, mais dans les 39 000 personnes que vous dirigez, il y a de tout. Oui, alors si je rebondis là-dessus par rapport à ce qu'a dit Angeles, oui, c'est sûr que nous, on a fait appel à des sociologues en entreprise pour nous aider à aller un cran plus loin par rapport à ce que nous avions fait, parce qu'en effet, 60% de notre population est tous les jours sur machine, tous les jours dans l'usine, depuis le Covid, sans arrêt, il n'y a pas de notion de télétravail. Et donc, on a fait un très gros travail auprès d'eux, déjà de comprendre si nos valeurs résonnaient en eux. Et en fait, on s'est aperçu... le retour a été assez violent moi j'aime beaucoup ces retours un peu violents. C'était le retour des sociologues. Ils disaient mais faites attention, c'est souvent une façon de penser des cols blancs avec un narratif de col blanc pour les cols blancs. Et finalement, ceux qui sont en entreprise, qui sont sur machine tous les jours, quand Nexans dit on veut électrifier le futur, pour eux ça veut rien dire. Ce qu'ils veulent voir, c'est mon usine dans 10 ans. Moi, en tant qu'individu, en quoi ce que vous me dites est porteur de sens pour mon avenir dans mon usine de Deauville ou Caen, ou etc. Et moi, mon équipe et mon environnement et mon territoire. Et ça parle surtout d'évolution de la machine, de l'industriel, transmission du savoir-faire et puis surtout projection de l'ensemble de notre environnement dans l'avenir. Et là, c'est un peu la problématique d'un grand groupe, c'est qu'on essaye de s'adresser à tout le monde et parfois on s'adresse qu'à une petite partie de nos équipes. Merci beaucoup d'avoir réagi ainsi. Christophe Guérin, que je vous présente. De votre côté, vous dirigez Nexans, vous fabriquez et vous commercialisez des câbles électriques 20
29 000 collaborateurs, pardon, je corrige, 29 000 collaborateurs, 45 pays. Vos clients sont par exemple Enedis et RTE. Et vous, votre démarche, je ne vais pas dire qu'elle est différente, pas du tout, mais disons que vous accordez d'abord beaucoup de place au temps de la réflexion, temps que vous mettez à profit pour vous retirer du monde avec des entrepreneurs amis pour pouvoir s'apaiser, se retirer de la fureur du monde et commencer à réfléchir autrement. C'est ça, ce sont des retraites et vous y tenez? Oui, en fait, bon, déjà, j'ai beaucoup de respect pour tous les entrepreneurs qui sont dans la salle parce que vous faites un travail formidable. Et puis, quand on est dirigeant salarié, on a notre stress, mais ce n'est pas le même stress quand même. Donc, bravo à tous et à toutes. Non, je pense qu'on est fait de nos ancrages passés. Il y a un journaliste dernièrement qui a voulu que je me présente en 2 minutes, et puis il voulait que je parle de mes diplômes, mais comme moi, je n'ai pas fait de grandes écoles, mon punchline est toujours la même. Ma vie est faite de 25 ans d'échecs et 25 ans de semi-succès. C'est-à-dire de la maternelle à l'école de commerce, c'était une catastrophe. Le premier ancrage de ma vie est le suivant. Proviseur en terminale convoque mon père. Il dit « Monsieur, je suis désolé, je pense qu'il faut absolument oublier la voie intellectuelle pour votre fils. Il n'y arrive pas. Pensez à la voie manuelle, CAP et autres. » La réplique de mon père à ce moment-là, face à moi, était la suivante « Mais monsieur, il n'est pas plus manuel. » Ancrage numéro 1. Ancrage numéro 2. J'ai été faire une école de commerce que personne ne connaît. Ça s'appelle l'École supérieure des dirigeants d'entreprise, qui a complètement disparu dans les limbes. Mais c'est la seule qui m'a accepté parce que j'avais raté mon bac et j'ai passé mon bac après la première année. On fait notre cursus et à la 4e année, le patron de l'école se tire avec la caisse. On ne sait pas si ça faisait partie de la formation ou pas. On a eu un doute. Ancrage numéro 2. Ancrage numéro 3. Alors un peu plus sérieux, on est parti avec 8 dirigeants. Alors moi, on est nous, société cotée, au sein du Vortex. Donc on est au sein de l'hyperfinanciarisation du monde. Et c'est pour ça qu'il faut nourrir ces ancrages, il faut nourrir ses convictions personnelles et ses valeurs, parce que sinon vous tombez dans un conformisme pour vous sauver, et c'est là où vous vous perdez. Troisième ancrage, Mathieu Ricard. Mathieu Ricard sur le sens de l'engagement. Parti 5 jours dans les Alpes suisses avec Mathieu, moine bouddhiste, que vous connaissez, je pense. Mathieu nous a beaucoup challengé sur la notion de legacy, l'héritage. Il dit quel héritage et quel sens allez-vous donner à votre société petit s et société grand S. Très bon, et il nous a beaucoup challengé. Quatrième point d'ancrage, Pierre Rabhi. Pierre m'a beaucoup marqué émotionnellement. Je suis resté 5 jours avec lui. Et Pierre sur la notion de sobriété. Et j'en parlerai après, mais c'est grâce à Pierre que j'ai viré 80% de notre clientèle. Pour une notion de sobriété, parce que Pierre, il nous disait, mais cette accumulation de clients, cette accumulation de profits, cette accumulation de chiffre d'affaires, cette accumulation de produits, mais Chris, quand un lion a faim dans la savane, il va chasser l'antilope. Mais il ne va pas stocker 5 antilopes pour la semaine. Il va y aller juste pour la consommation journalière. Donc, 4e ancrage, la sobriété. Et 5e ancrage, ça a été très marquant. C'était juste avant Covid avec Cyril Dion, qui nous a emmenés dans un monastère assez glauque, sans électricité, au-dessus de Chambéry. Et avec 8 dirigeants, toujours plutôt de société familiale. Et il a dit, mais comme vous êtes des dirigeants, des très bons communicants, donc des grands greenwashers en puissance, on va changer les règles du jeu. Parce que je sais que vous allez m'écouter, vous allez faire oui de la tête, mais vous allez repartir dans vos travers. Donc vous allez venir avec un de vos enfants, entre 12 et 18 ans, neveu ou nièce, qui viendra 2 jours avant vous. Et nous allons travailler en fait cette session à travers les yeux de votre enfant, le prisme du regard de votre fille ou de votre fils. Et c'est sûr que dernier ancrage, quand c'est ma fille de 16 ans qui me challenge directement face à une communauté de dirigeants, on dit « Mais papa, quelle planète vas-tu me laisser à moi, ta fille, quand j'aurai 35 ans ?» Il y a cette petite phrase que j'ai ressortie au nom de l'ensemble de mes équipes, c'est cette phrase de Voltaire, qu'on répète incessamment dans Nexence tout le temps, parce qu'on pense toujours qu'on est responsable de rien. Mais si, on est responsable de tout. Et Voltaire disait, dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable.
nous sommes tous flocons. Merci beaucoup, Christophe. Une réaction. Vous-même aussi, vous vous retirez parfois du monde, Angelès, parfois vous vous dites, non, on va un peu réfléchir, on va prendre le temps. Moi, je ne pense pas qu'on puisse être différent à la vie et à la scène. Donc, je vais dire la même chose, mais un peu différemment. C'est-à-dire, je pense que quand on est dirigeant, c'est très difficile de donner ce que l'on n'a pas en soi. Et diriger, c'est avant tout donner et recevoir de l'énergie. C'est une somme de conversations, c'est une somme d'interactions avec les autres. Et donc, si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas droit dans vos votes, si vous n'êtes pas aligné, si vous ne vous sentez pas heureux et fier de ce que vous faites, je ne dis pas tous les jours, parce qu'on ne peut pas être heureux à chaque instant, et on a des milliards de problèmes quand on est à la tête d'une entreprise. Et parfois, ou même toujours, les problèmes sont inversement proportionnels à la taille de l'entreprise d'ailleurs. Parce que comme le dit Chris très bien, quand on est dans une grosse entreprise, on est très très bien entouré, on a énormément de moyens pour les résoudre. Quand on est dans une plus petite, c'est une autre histoire. Et donc tous les jours ne sont pas du pur bonheur. Mais si on sait qui on est, et si on est dans l'authenticité, je pense qu'on arrive beaucoup beaucoup mieux à traverser les orages. Et que les autres, en fait, voient en nous quelqu'un qu'ils ont envie de suivre. Il n'y a rien de pire qu'une espèce de publicité de soi qui n'est pas en réalité ancrée sur quelque chose et alignée sur quelque chose. Et donc, pour répondre à votre question, oui, moi, je me réserve du temps pour moi, pour les miens. Ma famille est un port d'attache absolument phénoménal. J'ai la chance d'avoir en plus un membre de la famille qui est une jeune fille de 23 ans, Inès, qui est assez lourdement handicapée et qui me rappelle tous les jours ce qui est essentiel dans la vie. Et ce n'est pas forcément d'être présidente d'une entreprise du CAC 40, c'est d'autres choses qui me paraissent beaucoup plus importantes et beaucoup plus essentielles. Donc elle est ma corde de rappel vers les réalités du monde. Et j'ai des amis depuis 30 ans, des amis depuis 54 ans, des amis depuis 5 ans, mais des amis qui m'entourent, qui me sont chers, qui viennent d'univers très très différents. Je crois fondamentalement que pour garder une bonne santé mentale, il faut s'entourer de personnes qui ne vous ressemblent pas forcément. C'est très important d'avoir un regard croisé sur qui vous êtes, sur ce que vous faites. Être dans l'entre-soi ne nous rend pas forcément toujours meilleurs. Donc je fais attention à ça. Et je fais un peu de yoga aussi. Merci beaucoup. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, Nicolas Duep disait « cerveau, cœur ». Et entre les deux, le plus puissant, c'est le cœur. Évidemment, il avait cité le cœur dans sa phase tragique de ce qui lui était arrivé. Mais voici ici deux personnalités qui dirigent de grandes entreprises internationales, l'une comme l'autre, à leur façon, vous disent « j'ai un ancrage sur le cœur, sur la vie réelle, là où vraiment les choses se vivent et se font, et toujours, chaque fois que c'est nécessaire, c'est là où je vais à nouveau me nourrir ». Merci beaucoup pour ce premier chapitre. Deuxième chapitre, je vais poser devant vous une idée reçue. L'idée reçue est la suivante, plus de croissance, plus de bénéfices. Est-ce que cette idée-là, on peut la contredire? Est-ce envisageable? Est-ce que vous la suivez? Y a-t-il parfois des contradictions entre cette idée-là et le marché, ce que je comprendrais tout à fait, et d'un autre côté, les valeurs que vous nous avez dites? Je vais les redire très calmement. Nous dessinons l'avenir, donc valeur de Legrand, et regardez bien, et à chaque fois, il y a un verbe fort, et c'est nous. Nous dessinons l'avenir, nous célébrons l'inclusion, nous jouons le collectif, nous rendons les choses simples et nous répondons présent. Angelès, je vous laisse répondre. Y a-t-il eu parfois des contradictions possibles? Et c'est envisageable, encore une fois, c'est la vie. Bien sûr, il y a des contradictions, mais moi, je refuse de choisir. Je ne pense pas qu'on soit obligé de choisir entre une croissance rentable et des notions de responsabilité et de durabilité. Et on a un modèle de performance chez Legrand, parce qu'on a parlé des valeurs, mais les valeurs, c'est un des outils du cockpit, en fait. On en a d'autres. Hein. On a évidemment des feuilles de route financières, mais aussi des feuilles de route extra-financières. Et donc, on se sert de tous ces éléments dans notre prise de décision. En fait, moi, je crois à la notion de performance intégrée. Je pense qu'il faut qu'on
marche sur ces deux jambes, une jambe financière et une jambe extra-financière. Et pour nous, la feuille de route RSE est aussi importante que le reste. On en est d'ailleurs à notre 5e, et ils sont toutes pluriannuelles, donc je vous laisse faire le compte du nombre d'années pendant lesquelles on s'est intéressé à la question. Et en fait, la meilleure preuve du fait que c'est possible, c'est que ça marche. Si vous regardez notre bilan des 5 dernières années, on a dû faire plus 40% de chiffre d'affaires depuis 5 ans, plus 50% en bénéfice par action, et on a réduit nos émissions de 52%. Et on a doublé le pourcentage de femmes dans nos équipes. Et je veux dire, on a prouvé que c'était possible par un pilotage, je dirais, intelligent, en fait. Et de temps en temps, d'ailleurs, les crises ont pu parfois être nos amis dans les prises de décision. Parce que si je prends un exemple très simple, dans nos plans de décarbonation, il y avait évidemment une partie des investissements qui visaient à rendre nos usines beaucoup plus vertes et plus frugales et utiliser des sources d'énergie alternatives plus en accord avec nos objectifs. Et lors de la crise énergétique, la montée, la flambée des prix a fait que certains des dossiers que nous avions dans les cartons sont devenus en fait beaucoup plus intéressant d'un point de vue retour sur investissement, et donc on a pu se servir de ça pour aller encore plus vite. Donc il s'agit d'avoir tous ces objectifs en fait ouverts devant nos yeux, et même si de temps en temps évidemment ça peut donner lieu à des doutes, des questions et des discussions animées, la réalité, c'est que en fait, ce double pilotage permet de concilier le court terme et le long terme, et permet d'avoir un regard un peu différent sur les investissements, sur le type d'organisation qu'on veut mettre en place, sur même les types de relations qu'on a avec nos clients et nos fournisseurs. Il est évident qu'avec les objectifs de décarbonation qu'on a, on ne pourra jamais les faire tout seul. Il faut qu'on embarque nos fournisseurs avec nous, les grands et les petits. D'ailleurs, les grands ne sont pas les plus difficiles à embarquer parce que, comme ils servent aussi nos concurrents, les autres se chargent aussi de les tirer avec eux. Mais il y a d'autres entreprises pour lesquelles on représente une partie beaucoup plus importante de leur chiffre d'affaires. Si ce n'est pas nous qui faisons ce travail d'accompagnement, si on ne leur donne pas envie, si on ne leur dit pas qu'on va les accompagner et qu'on est prêt à ne pas regarder que le prix, qui va le faire ? Et donc, effectivement, on est un flocon. On est un flocon dans une avalanche. On a une part de responsabilité dans ce qui va se passer ensuite. Et notre idée, c'est de jouer là où on est, à l'instant où on est, devant les partenaires qu'on a en face, un rôle qui nous rende fiers, en fait, tout simplement. Merci beaucoup. Christopher, vous avez, modélisé, vous avez réfléchi, vous avez modélisé, vous allez nous l'expliquer. Modélisation d'un système qui permet précisément de réduire les contradictions et même d'aller de l'avant sur une voie que personne n'avait explorée jusque-là pour aller dans le bon sens. C'est le livre de Christopher, franchement, je vous le conseille, simple, clair, je dirais presque évident dans l'innovation qu'il propose. Je vous en prie, d'où part le constat? Vous observez d'abord le monde et vous dites... Il y a des crises partout? Oui, ce qu'on voit, c'est que le management d'aujourd'hui est globalement à bout de souffle. Parce qu'un manager aujourd'hui, il fait face à 3 paradigmes. Le premier, c'est les injonctions contradictoires. Je pense que vous avez eu un orateur ce matin qui en a parlé. Vous l'avez rappelé, Thierry. Un coup, on parle de profit, un coup, on parle d'environnement, un coup, on parle de productivité, après, on parle d'engagement social, un coup, on parle de matières premières infinies, après, on dit, non, on est contrainte sur les matières premières, etc., etc. Donc, premier constat, c'est faire face aux injonctions paradoxales tous les jours pour un manager. Le deuxième, on me pose toujours la question, Chris, est-ce que tu penses que l'année prochaine sera plus calme? Non, elle ne sera pas plus calme. Pourquoi? Parce que le phénomène de crise s'intensifie. On rentre dans une ère en permacrise, c'est-à-dire, avant, elles étaient en séquence, maintenant, elles s'empilent. La crise climatique sera toujours là.
adossés à des crises économiques, à des crises géopolitiques qui ne font que s'intensifier, plus des crises sociales, etc., etc., etc. Donc l'empêlement des crises. Et vous avez le troisième paradigme, c'est qu'on cherche à régler la complexité, tellement chère à Edgar Morin, par les indicateurs. Voilà, on pense qu'on va sauver le monde par les indicateurs. Alors, je pense qu'en tant que boîte européenne, on a besoin de régulation, mais attention à une régulation étouffante. Aujourd'hui, l'ESG, c'est 1500 indicateurs, c'est 2000 labels. Moi, quand je vais voir les investisseurs, j'en vois 500 par an. On me demande si j'ai tel ou tel indicateur. Aujourd'hui, pour être très honnête, les indicateurs, c'est comme un magnet sur un frigo. Il vous en manque toujours un. Vous n'avez jamais le bon. Mais, donc, oui, on a besoin de régulation, mais il y a un moment, face à tout ça, on a un management en bout de souffle. Donc on s'est posé réellement la question de comment travailler différemment. Et en fait, on a eu la chance déjà d'être dans une filière formidable, parce que je vous remercie de nous mettre Nexans et Legrand à côté, parce que quand vous faites la somme de Schneider Electric, de Legrand, de Sonepar, de Rexel et de Nexans, c'est plus de 100 milliards de chiffre d'affaires à travers le monde, et chacun est numéro 1 ou numéro 2 de sa filière. On n'en parle pas assez. Mais malheureusement, le petit poucet qui s'appelle Nexans était complètement au fond du trou en 2018. On avait perdu tous nos investisseurs, l'engagement de nos collaborateurs. On faisait de la croissance plus 5%, mais avec un double avertissement financier qui fait que le cours de bourse a complètement chuté, passé de 50 € à 20 €, et notre valeur d'entreprise n'était plus qu'à 800 millions d'euros. Donc un chiffre d'affaires pas très très loin de Legrand. La valeur d'entreprise de Legrand est plus de 25 milliards, et vous imaginez, Nexans, c'était 800 millions d'euros. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on se réinvente. Et qu'en fait, que le vecteur croissance n'est pas synonyme systématiquement de profit. Et c'est à partir de là où on a commencé à réfléchir différemment. Déjà, juste pour l'anecdote, je vous la fais en une minute. Une fois, j'ai vu des Américains qui m'ont parlé de cette notion de coût de complexité. C'était un consultant américain, costard cravate comme moi aujourd'hui. Puis il était venu avec un jeune, cheveux longs, t-shirt jaune, bermuda, avec un gros smiley sur le... Et il me parlait de la notion de coût de complexité. Il m'a dit, Chris, c'est simple, les entreprises sont trop focalisées sur le coût fixe, sur le coût variable, mais elles ne regardent pas la notion de coût de complexité, c'est-à-dire le nombre de produits manufacturés ou de services offerts, multiplié par le nombre de clients que vous servez, multiplié par le nombre de process ou de points de livraison que vous avez. Alors je lui ai dit, mais très bien, formidable, mais ton jeune garçon qui est à côté de toi, il ne fait pas très industriel. Mais non, il n'est pas industriel. Non. T'en as plein, tes industriels. Des financiers, t'en as plein, c'est un mathématicien. Il va t'expliquer par les maths ce que tes financiers et tes industriels ne voient pas. Et tout est parti de là. Et nous avons fait de la crise de Covid un tremplin pour Nexans, puisqu'on a expliqué que dans une logique de pensée systémique à nos collaborateurs et collaboratrices, en mars 2021, juste après le discours du président Macron, il dit, chers amis, nous allons rentrer dans un ouragan systémique. La crise sanitaire va générer une crise de revenus, la crise de revenus va générer une crise de marge, la crise de marge va générer une crise de trésorerie, pas de trésorerie, crise sociale. Voulez-vous gérer une crise sociale? Non. Donc nous allons gérer la trésorerie et vous oubliez tout le reste. Et comme nous avions fait un travail de profilage de nos clients, nous avons réalloué l'ensemble de nos capacités uniquement à des clients dits Platinum, c'est-à-dire que nous avons supprimé 80% de notre base client. Nous avions 17 000 clients en 2019, nous n'en avons plus que 4 000 aujourd'hui, et nous avons supprimé un tiers de nos produits manufacturés. Je l'aurais fait en temps normal, je ne serais pas là à vous parler, parce que le chiffre d'affaires, il a chuté de 20%. Mais comme ça s'est fait au temps du Covid, personne ne l'a vu. 20% de chiffre d'affaires, sinon mon cours de bourse aurait chuté de 50%. J'aimerais simplement une précision sur le travail du mathématicien et de l'industriel que vous aviez en face de vous. Le mathématicien, il était là pour vous montrer l'équation, montrer que c'était possible, que le chemin était envisageable? Alors, on n'a pas travaillé avec eux, ils nous demandaient 2 millions de dollars par usine. Donc, mais on a compris la logique. En fait, on l'a fait avec nos équipes et on a pris quelques mathématiciens de notre côté. Parfait. On a surtout compris, parce qu'ils avaient compris le business, on a surtout compris que le plus génère des pertes. Et qu'avec moins, on va générer du profit. Donc en fait, c'est là où la voix de Pierre Rabhi est revenue. On a dit, à travers la sobriété de notre modèle, nous allons générer plus de cash et plus de profit. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand vous regardez la performance économique, et je vais parler de la performance environnementale de Nexans, nous sommes passés d'un chiffre d'affaires qui est en croissance, mais d'un point de vue volume de matières consommées, a été plutôt en réduction de 15%. Nous avons triplé nos profits. Nous avons fait en 5 ans l'équivalent de 15 ans de free cash flow dans l'histoire de Nexans.
Et notre valeur boursière, on est passé de 20 € de cours d'action à 135 €. Ça n'est toujours pas cher, vous pouvez y aller. C'est une entreprise qui maintenant, 5 ans plus tard, vaut 6 milliards de capitalisation boursière. Et ça avec 80% de clients en moins et un tiers de produits en moins. L'avantage que cette sobriété nous a donné déjà une valeur, que dire la croissance n'est pas toujours synonyme de profit, et surtout nous a permis de réduire notre empreinte carbone de 40% en même temps. Parce que vous avez éliminé également 100 000 références. Oui, mais parce qu'on a fait mieux avec moins. On a dit, voilà, notre usine est comme un avion, on va choisir nos clients, on va choisir notre service, et on va faire un peu mieux avec eux, mais avec moins de produits. Indicateur économique, indicateur environnement, indicateur engagement, c'est le troisième, vous le mettez où? Plus dur, parce qu'on a fait un parallèle entre l'économique et l'environnement. Maintenant, on calcule, bien sûr, purement financier, retour sur la capital employé pour les clients, mais on les met en parallèle de leur retour sur carbone employé. Est-ce que ce client nous coûte cher en carbone? Voilà, donc est-ce qu'il est vraiment, il va dans le bon sens pour nous? On a aussi posé nos usines locales pour locales. On vous interdit de faire de l'export. Vous devez faire 90% de votre chiffre d'affaires dans un rayon de 800 km. Sinon, on vous met une taxe carbone. Donc déjà, on a mis une très grosse... Mais sur l'engagement, on avait du mal. Et c'est là que les sociologues sont arrivés, en fait, pour nous aider. Et on n'est qu'au début du chemin. Et ils sont venus sur la notion de valeur, mais il y a un gros travail sur le management en tant que tel. Je vais vous citer juste, et permettez-moi d'être impoli juste 10 secondes, mais un opérateur maintenance dans notre usine de Dijon, d'Autun, qui nous dit, vous savez, monsieur Guérin, les patrons avant, ou les patronnes, matin, ça faisait le tour d'usine, ça serrait les mains, ça disait bonjour, et puis ça nous demandait des nouvelles de la famille. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, les managers, c'est comme les mouettes. Ça vole au-dessus de vous, ça braille, et ça vous chie dessus. Il dit, voilà, vous pouvez nous raconter tout ce que vous voulez, mais à un moment, il faut remettre du bon sens dans le quotidien. Merci beaucoup. Angeles, oser la confiance, c'est quand même le titre de la journée aujourd'hui. Dans tout ce parcours que vous faites avec vos équipes, c'est un parcours où il doit y avoir du courage quand même pour tenir les 5 valeurs, faire en sorte qu'elles puissent exister en dépit des tentations de contradiction. Et les tentations sont toujours fortes, il y a là derrière toujours des profits possibles et plus importants. Où allez-vous chercher ce courage, le courage de la cohérence? Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas assurer la cohérence si au départ, tout ça ne part pas d'une certaine authenticité. On ne peut pas inventer un alignement. L'alignement est où il n'est pas. C'est-à-dire, nous, d'un point de vue conseil d'administration, ça fait aussi partie des critères très importants quand on choisit nos nouveaux administrateurs. Et ce n'est pas du tout par hasard si on a autour de la table des personnes comme Jean-Marc Chéry, comme Florent Ménégo, comme Patrick Collère, comme Isabelle Bocon-Gibaude, comme Claire Scherrer. C'est parce qu'en fait, on s'est retrouvés et on se retrouvait aussi sur ces aspects de quelle est notre mission, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous en tant que dirigeants, et est-ce qu'on est content ou pas content que notre nom soit associé demain à celui de Legrand, et qu'est-ce qu'on en aura fait, en fait. Donc, je pense que le sujet, il faut le prendre à l'envers. C'est-à-dire qu'au départ, il faut, je crois, choisir aussi qui on veut être et qu'est-ce qu'on veut faire. Et il faut aussi choisir de qui on s'entoure. Et on a, nous, la chance d'avoir un dirigeant chez Legrand, Benoît Coquart, qui est extrêmement convaincu de quelle est sa feuille de route, qui a grandi dans la maison, parce qu'il a démarré en CSN quand il avait 22 ans en Corée, et il a fait des tas de choses différentes. Donc il connaît l'entreprise par cœur, on connaît chaque recoin, et il a vécu dedans. Donc il n'essaie pas de faire du copier-coller de théories ou de choses qu'il avait ailleurs. Ce qu'il essaye de faire, c'est emmener cette entreprise en évolution. Ce n'est pas une transformation, parce qu'en fait, on a
pas renier notre passé. Nous, on est partis aussi d'une situation de départ assez différente de celle que Chris était en train de décrire. Donc, on avait peut-être moins de remise en question du modèle d'affaires. Mais néanmoins, il y a des évolutions. Et je crois que la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est qu'en fait, ça part d'une vérité. Et une vérité de personne, en fait. Une vérité de valeurs humaines, d'objectifs individuels et collectifs, mais qui ne repose pas sur des manuels de management, qui repose sur un sujet beaucoup plus simple et beaucoup plus réaliste. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire, en fait. Et cette notion de simplicité dont parle notre quatrième valeur est très importante. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de donner des grands noms ou d'organiser des projets avec des matrices en 5 dimensions. On a un métier très simple. Est-ce que la méthode que vous avez mise au point, avec d'autres bien sûr, à l'intérieur de Legrand, c'est-à-dire réfléchir ensemble à des valeurs, travailler ces valeurs avec des verbes, faire en sorte que l'exemplarité soit là à tous les étages, pouvoir également, vous avez dit, embarquer, accompagner les entreprises les plus petites de façon à pouvoir les aider à réduire leur trace carbone et qu'elles puissent vous accompagner dans ce grand mouvement, est-ce que tout cela, finalement, fait de vous un modèle et on vient vous copier, on vient copier Legrand ou pas? C'est juste une question. Je ne pense pas que les modèles s'autodénominent des modèles, sinon il y a quand même un problème. Bien sûr que non, bien sûr que Donc je n'oserais jamais dire un truc comme ça. Je pense que chaque entreprise est unique. Par sa taille, par l'univers dans lequel elle opère, par la personnalité de son dirigeant, par son écosystème, même par son ancrage territorial. Donc, il faut trouver des réponses qui sont siennes. Pour que ça fonctionne, il ne faut pas copier le modèle des autres. Il faut trouver notre propre réponse à nous. Et moi, j'ai lu aussi cet excellent livre et j'en ai lu d'autres. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments et de concepts que je retrouve. Mais chez Legrand, vous n'allez pas trouver les 3 E, mais vous allez trouver autre chose qui va être à la Legrand, assez similaire finalement, qui est de se dire la performance n'a pas une seule dimension. Et la performance, elle repose aussi sur l'humain et sur la relation qu'on a avec le monde qui nous entoure. Donc, il faut que chacun d'entre nous puisse trouver ce qui nous convient à nous. Parce que si on ne l'adapte pas, et c'est pour ça que travailler avec des consultants, c'est bien, mais dans une certaine modération. Parce qu'en fait, en fin de compte, ils vont donner quelques clés de résolution. Mais moi, je suis absolument persuadée que la réponse, elle est en nous. Elle est dans chaque entreprise, elle est dans chaque unité, elle est dans chaque département, elle est dans chaque usine. Et il faut profiter de ce savoir qui existe dans l'entreprise et qui est en fait présent et qui ne demande qu'à être mis à l'œuvre. Ensuite, moi, je suis persuadée qu'il faut mesurer. Alors, évidemment, je suis vent debout contre les 1600 indicateurs ou 1200 de la DCSRD, donc on ne va évidemment pas tous remplir demain, parce que je trouve que ça rajoute une complexité absolument phénoménale et sans faire avancer les choses, en fait. Parce que des indicateurs qui consistent juste à formaliser des politiques qui existent déjà, vous me direz en quoi c'est utile. De mon point de vue, en rien du tout. En revanche, je crois que lorsqu'on mesure, on avance. Et donc, c'est pour ça que je suis persuadée qu'avoir des feuilles de route bien construites, financières et extra-financières, avec des indicateurs que l'on suit, qui peuvent nous alerter quand on s'écarte du chemin, c'est très important parce qu'en fait, la donnée nous fait avancer. Hein, et what gets measured gets done. Hein. Bon, on a beaucoup progressé aussi sur la façon dont on le fait. Parce qu'en fait, les premières feuilles de route RSE de Legrand, c'est-à-dire la première il y a 15 ans, elles avaient peut-être 150 indicateurs. Aujourd'hui, on en a 14. Et c'est ceux-là que l'on regarde. Et on les fait évoluer. Ça ne veut pas dire que c'est la seule chose que l'on fait dans l'entreprise. Il y en a plein d'autres en dessous. Mais ce sont ceux qu'on regarde et qu'on mesure et qui jouent sur les rémunérations des équipes. Très important, parce qu'il faut quand même, dans cette notion de cohérence, on ne peut pas expliquer à tout le monde que c'est pour nous super important et qu'on veut avoir une performance intégrée, mais ensuite rémunérer tout le monde que sur la croissance organique, la croissance externe et sur l'EBITDA et le free cash flow. Parce que si on fait ça, on est en train de faire le contraire de ce que l'on dit.
Donc, c'est tout un système, en fait, à mettre en place qui suppose, en fait, quelque chose de très simple. C'est qu'en fait, je pense que les humains, on réagit bien quand on sent qu'autour de nous, il y a une certaine cohérence entre le discours et l'action. On réagit beaucoup moins bien quand on voit des brèches béantes. C'est pareil dans nos familles. C'est exactement la même chose quand on élève nos enfants, quand on gère nos relations avec nos amis ou avec notre conjoint. S'il y a un écart trop important entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, en général, ça ne se passe pas très bien. L'entreprise n'est pas très différente de ça. Merci beaucoup. Christopher, et quand même, vous avez expliqué ce que vous avez fait, vous avez donné les résultats, mais vous êtes quand même une entreprise cotée. Au moment où vous avez pris la décision de vous débarrasser de 13 000 de vos clients, je me mets à la place du marché, je me mets à la place de vos actionnaires. Comment avez-vous fait une telle opération sans alerter le monde entier finalement? On n'a surtout rien dit. On m'a demandé est-ce que votre conseil d'administration a validé ça. Non, je n'étais pas au courant. Non, parce qu'il y a un moment donné, c'est de l'audace. Et l'audace fait peur. Et moi, je savais que le modèle marchait. Et non, croyez-moi, il a été bien pensé le modèle, mais il fallait y aller. Ça, c'est audace et conviction. Et aujourd'hui, c'est ce qui a sauvé Nexans. La Covid vous a aidé? Bien sûr. C'est ce que disait Churchill, ne gâchez pas une bonne crise. Quand vous lisez, on a un formidable sinologue français qui s'appelle François Julien, qui a écrit un livre, Les transformations silencieuses, qui explique ça. Il dit les Européens et les Américains sont dans un concept très modélisé. Objectif, action, résultat, dans un monde qui est supposé linéaire. Et il vous explique la pensée chinoise. Et en fait, il vous dit la pensée chinoise est techniquement plus préparés au monde qui nous fait face. Pourquoi? Parce qu'ils sont plutôt dans une logique d'analyse de leur environnement, la big picture. Ils pensent temps long, à 10 ans, parce que dans la philosophie chinoise, ils ont raison, penser à 10 ans est bien meilleur que penser à 3 ans, parce que vous vous trompez moins sur le temps long que vous allez vous tromper sur le temps court. Donc sur le temps court, faites face à l'intelligence de la situation, l'agilité et votre intuition, parce que votre temps court sera semé d'embûches. Et surtout, vous êtes dans un monde, vous allez devoir acter dans un monde imprévisible. Et quand vous mettez en parallèle la pensée chinoise et la pensée occidentale, vous voyez qu'en fait, les Asiatiques sont techniquement, mentalement mieux préparés que nous face à cette crise-là. Qu'est-ce qui vous donne confiance, Angela? Ce sera ma dernière question. Qui vous donne confiance dans le monde qui vient? Aujourd'hui, les États-Unis votent. Aujourd'hui également, quand vous voyez la situation de la France, elle peut s'améliorer bien sûr, mais pour l'instant, en tous les cas, les nuages se sont fortement amoncelés. Qu'est-ce qui vous donne confiance? Ce qui me donne confiance, c'est qu'on n'a plus maintenant, je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur le diagnostic de quels sont les grands défis qu'on a devant nous. Et ça, c'est déjà une source d'espoir, parce qu'en fait, il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas le cas. Il y avait quand même des écarts dans l'analyse de la situation qui étaient énormes, et donc un appel à l'action qui était beaucoup plus difficile à mettre en route. Ce qui me donne confiance aussi, ce sont des salles comme celle-ci, parce que je sais que l'entreprise détient la clé pour résoudre un grand nombre des problèmes de notre société. Et d'ailleurs, les entreprises se sont prouvées beaucoup mieux armées que les États pour ce faire. Donc, je pense qu'on a le devoir, mais aussi la capacité d'agir sur le sujet de la décarbonation, sur le sujet de l'inclusion sociale, sur des sujets démographiques qui sont phénoménalement importants et qui nous guettent, parce que dans 10 ans, on aura une pyramide qui n'aura plus rien à voir avec celle qu'on a vécue quand on a commencé nos carrières professionnelles, et donc il faudra l'adresser et s'en occuper. Donc, je pense vraiment que c'est une opportunité formidable pour laisser derrière soi quelque chose qui a du sens. Et ce qui me donne de l'espoir aussi, c'est la jeunesse. Parce que même si les voix de mauvais augure expliquent qu'elle est désengagée, qu'elle ne veut plus travailler, qu'elle n'a plus envie, moi, ce n'est pas ce que je vois. Moi, je vois des jeunes exigeants, qui continuent à avoir des rêves, qui continuent à avoir envie de travailler pour des entreprises qui donnent du sens à leur existence. Du sens, on en a tous besoin. Ce n'est pas juste une question morale, c'est aussi une question, avant tout, une question humaine.
Je veux dire, on a tous besoin d'une raison pour se lever le matin. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de là où on est en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, pour créer suffisamment de sens pour le partager avec d'autres. Merci beaucoup, Christopher. La même question. Écoutez, oui, il y a quand même une forme d'optimisme. Pourquoi? Parce que déjà, c'est dans les crises qu'on se réinvente. Donc, je pense qu'on est autant des bâtisseurs, des architectes. On est à la fin d'un monde, mais on est à l'ouverture d'un nouveau monde. Donc, à nous d'écrire et mettre nos entreprises dans le bon sens. Et je suis entièrement d'accord avec Angeles. Moi, je fais beaucoup de conférences auprès des jeunes. La jeunesse est source d'espoir. Pourquoi? Parce qu'elle a cette notion de révolution, de révolte en eux. Ils disent on a besoin de bouger les choses, beaucoup plus que nous encore. Donc, je finirai là-dessus. Je pense que notre défi, à nous, entrepreneurs d'aujourd'hui, dirigeants d'aujourd'hui, c'est de mettre le bateau dans le bon sens. Et ce qui est impossible aujourd'hui n'est que temporaire. Les jeunes trouveront la solution. Merci beaucoup. Puis je vous demande d'applaudir Angeles et Christopher. Merci beaucoup. Merci énormément.